Donc quand je me blesse, tout s'arrête pour moi. Quand on déménage à la campagne, on arrive à Étain-Hus, c'est un tout petit bled de la campagne normande. Et effectivement, on est la seule famille de Noirs. Et là, dans le village, tout le monde se regarde un petit peu. C'est quoi cette famille qui débarque? Et puis à l'école, les premières réflexions, tu sens la bouse de vache, t'es comme une bouse de vache. Moi, depuis très jeune, je voulais être maman. Mais depuis 14 ans, j'avais hâte. T'avais hâte de devenir maman? J'avais hâte de devenir maman depuis l'âge de 14 ans, quoi. Et si je m'étais écoutée, j'aurais même pu faire un enfant à 15 ans, enfin, tellement je voulais vraiment devenir maman. Comme je n'étais pas à terme, on n'a pas voulu me déclencher. Et donc, je ne m'attendais pas à souffrir à ce point-là, mais vraiment. Et donc ça je l'ai assez mal vécu. Et donc quand elle arrive, donc il y a le stress de l'arrivée du bébé, il y a le trauma de ce qui vient de se passer, que j'avais pas du tout imaginé comme ça. Et très vite, en fait, ma mère était déjà malade. Elle est pas restée longtemps aux Antilles auprès de mon papa. Elle a très vite dû quitter la Guadeloupe pour être suivie donc de nouveau en Normandie. Bah, évidemment qu'on va revenir et qu'on sera là pour son dernier souffle. Et on comprend quand on revient qu'on aurait dû plutôt choisir l'option ou pas. Parce qu'en fait, cette sédation, c'est un petit peu hypocrite selon moi, parce que j'aurais préféré qu'on lui injecte un produit létal qui l'endorme et qui fasse qu'elle meure quasi immédiatement. Super couple, je suis fan. Pourquoi vous avez été aussi discrets avec Harry tous les deux? Bonjour Jennifer Galap. Bonjour Samzira. Ça fait bizarre de se parler de façon formelle comme ça. Ouais, c'est très étrange. Bon, en tout cas, je suis très heureux qu'on fasse cette interview ensemble, Jennifer. Beaucoup de membres de ma communauté t'ont découverte sur Aja, notamment. C'est le talk show dans lequel tu es, dans lequel tu brilles et que tu contribues aussi à faire briller. Ça se passe le jeudi sur ma chaîne YouTube. Tu es aussi et surtout animatrice radio. Tu es animatrice sur Tropic FM. Alors, tu animes de 10h à 14h et du lundi au jeudi, tu es de 20h à 22h dans une émission qui s'appelle On en parle. Absolument. Et tu es également formatrice en prise de parole, spécialiste du média training donc. Ouais, c'est ça. Parle-nous un petit peu de la radio, On en parle, vous parlez de quoi? Eh ben, on parle de plein de choses. C'est une émission de libre antenne, donc la parole est surtout donnée aux auditeurs qui peuvent nous appeler tout au long de la soirée. Donc c'est de 20h à 22h et on a des grandes thématiques dans lesquelles on insère des sujets. Donc tous les lundis on reçoit des artistes. Les mardis on parle parentalité, éducation. Le mercredi c'est un vaste thème qui s'appelle histoire de vie dans lequel on va intégrer toutes des choses comme j'ai réussi à vaincre le cancer, etc. Et puis le jeudi on parle couple et sexualité. Ah bah c'est sympa tout ça, dis donc. Ouais, c'est trop bien. Et sur Aja, est-ce que tu veux partager un petit peu à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder comment notre histoire elle s'est faite? Oui, sur Aja? Avec plaisir. Alors c'est marrant parce qu'on a une amie en commun qui m'a contactée sur les réseaux sociaux et pour la petite histoire, cette amie, je l'ai rencontrée moi sur un tournage. Moi aussi. J'ai travaillé dans la restauration et en fait on avait participé avec le restaurant pour lequel je travaillais à l'émission L'Addition s'il vous plaît. Et elle était nounou des candidats sur ce tournage-là. Et donc, on est resté en contact puisqu'on s'est découvert en fait, des liens familiaux. En fait, quand on a recoupé un petit peu notre arbre généalogique, on s'est rendu compte qu'on était cousines éloignées. Et donc, on est resté en contact. Et un jour, elle m'envoie un message en me disant « Jennifer, Sam recherche des chroniqueurs pour une émission qui s'appelle Aja. » Donc, moi, je revenais fraîchement des Antilles. Je n'étais pas très connectée sur les différents médias et tout ce qu'on pouvait trouver ici en Hexagone. Et donc, je regarde. Et effectivement, par contre, je te suivais, Sam, et je regardais régulièrement des extraits vidéo et les choses que tu partageais. Et j'y portais quand même un grand intérêt. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer. On essaye. Et puis, premier jour, je me souviens, j'arrive, je découvre cet univers, je découvre le plateau, je te découvre toi, avec ton professionnalisme, ton côté très carré, la volonté de faire les choses vraiment de façon très très précise. Et là, je me dis, je crois qu'on va bien s'entendre en fait, parce que ça me plaît de voir ça, et je crois que ça va fonctionner. Et effectivement, je me suis sentie tout de suite très à l'aise, et tu m'as mise à l'aise, et je ne regrette pas du tout, parce que c'est une belle aventure qui dure maintenant depuis 1 an, et franchement, je suis hyper contente. Et je tenais à te le dire, parce que merci pour ta confiance, et je passe de très très bons moments avec toi sur les plateaux. Oh c'est partagé, c'est sincèrement partagé. En quoi c'est un exercice différent que ce que tu as l'habitude de faire à la radio ou à la télé? Parce que vous allez le voir en découvrant le parcours de Jennifer, elle a même travaillé notamment pour France Télévisions. Oui, alors c'est pas si différent que ça, moi je trouve.
puisque ça nécessite de faire des recherches. On aborde des sujets sur lesquels on doit vérifier nos sources. Donc, il y a un travail journalistique, donc ça colle assez avec ce que j'ai l'habitude de faire. Rapporter tous ces sujets à des choses, à une analyse sociétale et tout ça, ça aussi, c'est finalement assez proche de ce que j'ai pu faire par le passé. Donc moi, je n'ai pas trouvé de grande différence, très franchement. C'est assez semblable. Alors oui, on parle de d'autres choses, mais finalement, il y a quand même beaucoup de points communs. Et c'est pour ça que je me sens si bien. Alors, tu as grandi en Normandie? Oui, ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Avec les vaches, si tu veux que j'aille dans le cliché. Ah, mais vraiment avec les vaches, en plus. C'est vrai? Ah oui. Pas toujours, mais en tout cas, à partir de 10-12 ans, j'étais vraiment au milieu des vaches. Tu avais un champ avec des vaches à la droite de ma maison, et presque à la gauche, c'était une mare au canard, mais presque ça. Donc, tu entendais les grelots, ça faisait partie de ton quotidien? Ah oui, vraiment, l'odeur, tout. Et t'es née là-bas? Oui, je suis née en Normandie. T'es née en Normandie. T'as des frères et des sœurs, Jennifer? Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur. Ok, quel souvenir t'as de ta vie, de ta petite enfance en Normandie? Alors, ma petite enfance, toute petite enfance, je grandis, on est on habite dans la cité, hein, on peut le dire. J'ai mon grand frère, donc, ça, ce sont les premiers souvenirs que j'ai. Ma petite sœur n'est pas encore là. Et je me souviens d'une maman dévouée qui donne tout pour sa famille, pour son mari, qui le porte, qui le conseille, qui travaille beaucoup pour essayer de gérer le foyer et pour porter mon père qui, lui, finit ses études assez tardivement puisqu'il passe sa thèse à la naissance de ma petite sœur. Donc voilà, il a fait de longues études et ça, j'en ai encore quelques souvenirs. Et une enfance heureuse, préservée de plein de choses, protégée par l'amour. Et donc on grandit avec ce modèle d'une maman pleine d'amour et d'un père qui est très porté sur les études, l'école, etc. Et donc c'est comme ça qu'on se construit et j'en garde de très bons souvenirs. Après, les choses ont évolué et j'en suis assez fière. Oui, donc tu as le souvenir d'une famille, d'un papa, d'une maman qui poussait ses enfants. Oui. Vers la réussite, vers l'accomplissement. Absolument. Oui. En tout cas, qui nous poussait à donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Il n'y avait pas d'exigence de résultat, jamais, mais il nous disait, à partir du moment où tu as tout donné, nous, on sera toujours fiers de toi. Et donc, ça s'appliquait aussi bien à l'école que dans toutes les passions qu'on pouvait avoir à côté. Donc, il t'apprenait en fait à faire de ton mieux. Oui. Tout simplement. Et ça, c'est une notion qui est importante et qui est très intéressante. Et c'est vrai que petite, t'entendais de la part de copines et de copains que vous étiez vus, ta famille, un peu comme le cliché de la belle famille noire américaine. Vraiment. Des séries télé. Hein. Mais vraiment, parce qu'en fait, on avait une complicité telle que, tu vois, ça surprenait les gens autour de nous. Ils se disaient, mais comment vous pouvez vous aimer autant? Chez vous, c'est toujours la joie, la musique. Voilà, il y a de la musique, on danse, on mange. Et puis, voilà, le Cosby Show, quoi. C'est vraiment ça. Et effectivement, jusqu'à maintenant, on était... aujourd'hui, c'est un petit peu différent, on en parlera sans doute plus tard, mais c'était vraiment la famille presque idéale, parce qu'à chaque fois que les gens venaient chez nous, ils repartaient avec le sourire, la joie dans le cœur et tout ça, quoi. Et le ventre plein. Ça, c'est important. C'est vrai que vous étiez la seule famille noire à la campagne, c'est ce que tu dis? Oui, quand on déménage à la campagne, on arrive à Étain-Hus, c'est un tout petit bled de la campagne normande. Et effectivement, on est la seule famille de noirs. Je me souviens d'une autre jeune fille qui, je crois, était adoptée, qui était passée par là, mais qui n'était même pas à l'école en même temps que nous. Et donc, on arrive et là, dans le village, tout le monde se regarde un petit peu. C'est quoi cette famille qui débarque? Et puis à l'école, les premières réflexions. Bon, voilà, c'était original. Qu'est-ce qu'on te disait? On me disait, qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu sens la bouse de vache, t'es comme une bouse de vache. Je me souviens quand je suis arrivée dans cette école, je crois que j'étais en CE1. J'ai une Blandine, je me souviens, Blandine Vassé qui vient me voir et qui me dit moi je veux bien être ton amie même si t'es noire, ça me dérange pas. Oula. Comme quoi ça avait déjà parlé autour, tu vois, dans la classe, et tout le monde se disait mais qui va aller lui parler en premier? Donc genre c'était un événement, quoi. Ouais, vraiment, un événement. Et puis quand on passait derrière l'école, on entendait des gens crier des insultes racistes, les enfants de la cour d'école. T'avais été préparée à ça ou alors pas du tout, t'étais dans une naïveté la plus totale? Pas du tout, parce qu'en fait, on a grandi au Havre, donc au Havre, il y avait beaucoup plus de mixité. Ensuite, on est allé dans une autre ville, mais là encore, voilà, c'était pas comme à la campagne. Et quand on arrive à la campagne, on n'est pas préparé du tout. Mais je l'ai pas du tout mal vécu.
Je l'ai pas du tout mal vécu parce qu'en fait, on avait encore une fois cette protection d'amour de la famille et de ma mère qui me regardait dans les yeux tous les matins et qui me disait « Ma fille, tu es belle. Et si quelqu'un te dit que c'est pas le cas, ne les crois pas, ne crois jamais ce qu'on te dit de négatif. » Et elle le disait avec une telle conviction que je ne pouvais pas du tout me laisser atteindre par quoi que ce soit, quoi. Donc ça me passait au-dessus, vraiment. Donc ça veut dire que ça m'a jamais affectée. tu te confiais quand même auprès de ta mère, tu le disais. Oui, je lui disais, et puis on en rigolait. On en rigolait, et puis il me disait, ils sont jaloux, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas tes cheveux, c'est parce que, voilà, donc avec des mots de maman pour préserver son enfant, mais ça a fonctionné. Et puis je me sentais protégée, si quelqu'un avait le malheur de toucher ne serait-ce qu'un brin de cheveux, ma mère débarquait devant l'école. Alors on le voit pas là parce que tu es assise, mais tu es très grande. Oui. Jennifer, tu mesures combien? 1m78. 1m78. Ouais. T'as toujours été très grande ou t'as poussé d'un coup? J'ai toujours été très grande. J'ai toujours été plus grande que mes camarades à l'école. Donc à cette époque-là, t'étais déjà plus grande? Oui, j'étais grande. Tu le vivais bien? Oui, je le vivais bien. Ce qui était marrant, c'est que j'ai toujours eu des super copines toutes petites. À chaque fois, j'étais toujours avec une petite copine et moi j'étais hyper grande. Je choisissais toujours la plus petite, je sais pas pourquoi. Ça s'est toujours fait comme ça, donc c'était drôle. Non, mais je te dis ça parce que souvent c'est mieux vécu à l'âge adulte. Bah forcément, taille, mannequin, tu vois. Mais quand on est petit, enfin quand on est petit, quand on est jeune et qu'on est plus grand que les autres, ça peut être vu comme une différence. Oui, mais c'est vrai que je le vivais pas si mal, mais par contre j'avais tendance à me courber un petit peu et ma mère me disait redresse-toi, redresse-toi, et ça je pense que c'était des petits signaux comme quoi j'avais du mal à assumer cette taille. Est-ce que tu te trouvais jolie? Non, pas tout le temps, pas du tout. ça dépend. Honnêtement, quand j'aimais beaucoup les vêtements, j'aimais beaucoup me faire coiffer. Ma mère me faisait plein de petites coiffures, des tresses et tout ça. Donc j'aimais ça. Et quand elle me faisait des jolies coiffures, je me trouvais jolie. Mais je suis passée aussi par ma phase adolescente où non, je me trouvais pas... en tout cas, pas dans les codes de beauté. Donc, je défrisais mes cheveux pour les avoir ultra lisses, pour essayer de ressembler à ses copines de la campagne. Et puis, tu faisais ça aussi jeune? Oui. Ça abîme? Donc oui, ça les abîme. Ouh là là, oui. Là, je reviens de loin et j'ai mis du temps à reconnecter avec mes cheveux naturels. Il y a encore du travail. L'objectif, c'était quoi? C'était de ressembler aux copines? Inconsciemment, ouais, je pense. Ouais. Être accepté? Peut-être. J'avais pas de difficulté à me faire des amis dans la cour d'école, etc. Mais je pense que c'est inconscient tout ça. En tout cas, je l'ai pas conscientisé quand je le faisais. Je me disais juste, ça fait mieux, tu vois. Aujourd'hui, tu te trouves jolie? Tu te trouves comment? Je me trouve en phase avec ce que je suis à l'intérieur. Ouais. J'essaie d'être le plus en phase avec ce que je suis à l'intérieur, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai parfois voulu être plus dans le paraître, d'autres moments dans des phases où j'ai besoin de me reconnecter, à l'inverse, être dans des choses plus naturelles. Donc aujourd'hui, je pense que je suis à l'image de ce que je suis à l'intérieur. Et ça je pense, ça me fait me sentir belle, parce que j'essaie d'être une belle personne. Beaucoup te trouvent belle, beaucoup te trouvent jolie, et le manifestent et le disent dans les commentaires, mais aussi pertinente et professionnelle, bien évidemment. Mais moi, je voulais te questionner sur ce point-là, précis, sur ce sujet qu'est la beauté. On évolue quand même dans une société avec les réseaux sociaux où l'image, elle a une sacrée importance. Je voulais savoir, toi, quel rapport avec cette image-là? Est-ce que tu considères que ton physique a pu être à un moment donné un atout ou au contraire un désavantage, surtout dans un milieu d'image? Je dirais que ça n'a pas toujours été un avantage. Alors bien sûr, se trouver belle, tout est relatif, mais en tout cas quand on est coquette, quand on a un physique avantageux, ça peut parfois nous obliger à prouver plus nos compétences, Tu vois, quand tu arrives dans un entretien d'embauche, tout de suite, tu as besoin de t'exprimer sur des choses profondes pour que les gens ne te jugent pas sur cette apparence et prennent en considération ta parole. Donc, c'est pas toujours positif, mais je pense que ça compte. Et puis après, on va pas se mentir. Moi, j'ai grandi avec une maman très coquette, très portée sur l'apparence. Il fallait qu'on ait des boucles d'oreilles, qu'on soit bien soigné. On ne pouvait pas partir de la maison si on n'avait pas des chaussettes bien assorties, évidemment, ça c'est la base. Mais tu vois, des petits détails, elle regardait beaucoup de choses, les baskets bien propres et tout ça. Et donc oui, j'ai grandi dans ça aussi quand même. Et alors, je ne savais pas, mais je l'ai appris en travaillant cette interview, mais tu es une grande sportive. Ouais, tu savais pas? Ah non, je te jure, je savais pas. Je fus. Bah oui, bah jusqu'à l'âge de tes 21 ans. Oui. Mais tu as commencé très jeune l'escrime. Oui, j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi.
5 ans et demi. Pourquoi l'escrime? Alors, c'est très, très basique comme histoire. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je voulais faire de la danse, mais à 5 ans et demi, le club qui était à proximité de la maison proposait uniquement de la danse classique. Donc, on m'a dit, le modern jazz, ça ne sera pas possible. Et j'avais envie de faire un truc qui bouge un peu. Et c'était à l'époque des JO de 96. Et mon père me dit, en regardant la télé, tu sais, il y avait Laura Flessel qui était au JO. Il me dit, si tu veux, il y a un club de ce sport à côté de la maison. Et si tu veux faire un essai, je peux t'y amener. Et donc, j'y suis allée et j'étais la seule fille. Et ça m'a plu parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais battre les garçons, je vais réussir à battre les garçons. Et en fait, l'entraîneur que je salue, Gilles Jaffrézic, il m'a prise un peu sous son aile et il m'a coachée comme ça, en voyant en moi du potentiel certainement. Et finalement, j'ai poursuivi ça pendant des années et ça a rythmé ma vie pendant des années jusqu'à mes 21 ans. C'est un fleuret, non? Moi, je faisais de l'épée. Il y a 3 armes. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Moi, je faisais de l'épée, mais j'ai commencé par le fleuret. Souvent, on commence par le fleuret, puisque la cible, en fait, sur le corps de l'adversaire est plus restreinte, ce qui nous permet d'affiner nos gestes au départ, au stade de la formation, et puis après, on choisit une arme, l'arme qu'on souhaite. Et si on doit faire une métaphore philosophique, qu'est-ce que ça apporte l'escrime? Quelle valeur ça offre, ça ajoute à sa vie? La combativité, la détermination, en tout cas, je pense comme beaucoup de sports, surtout ça. Et ça, aujourd'hui, je m'en rends compte à quel point ça m'a forgé. Vraiment, si j'avais pas fait ce sport, je pense que je serais quelqu'un de complètement différente aujourd'hui. Et c'est une blessure qui te fait tout arrêter à 21 ans, oui. C'est ça? Rupture du talus fibulaire antérieur. Je me souviens des mots précis du médecin qui me dit ce qui se passe dans ma cheville après l'échographie. Ouais. Mais tu penses que tu aurais pu faire carrière véritablement dans C'était mon objectif. J'étais au Pôle France à ce moment-là, avec pour projet d'intégrer l'INSEP. Je faisais des compétitions internationales très régulièrement. J'étais en compétition tout le temps. Je m'entraînais jusqu'à 10 heures par semaine. Donc oui, mon objectif, c'était quand même de faire carrière dans l'escrime, même si ce n'est pas un sport qui est tellement rémunérateur. Donc je prévoyais quand même un backup. Mais ouais, c'était ce qui régissait ma vie à ce moment-là. Donc quand je me blesse, tout s'arrête pour moi. Donc tu le vis comme un arrêt brutal? Oui. À ce moment-là? Oui. C'est quoi? C'est une sorte de... T'as confiance quand même en l'avenir ou tu te dis « Oula, va falloir que je trouve un autre plan de carrière » C'est ce que je me dis immédiatement. Hein. Je me dis plan B. Plan B, l'escrime, là, je vais devoir arrêter pendant un moment. Je suis sur une année charnière, une année décisive. Il se jouait beaucoup de choses cette saison-là. Et donc, je me dis, là, maintenant, ce qui est positif, c'est que ça arrive, en fait, l'année de mon bac. Donc, c'est le moment aussi où je choisis mes études. Et donc, je me dis, à défaut de poursuivre l'escrime, je vais pouvoir peut-être plus m'investir dans des études et il faut que je fasse le bon choix. Il faut que je fasse le bon choix d'école, d'études supérieures pour pouvoir m'épanouir dans ça, à défaut de pouvoir m'épanouir dans le sport. Parce que ça laissait un temps énorme. Parce qu'en fait, je me rends compte à ce moment-là que quand on enlève l'escrime dans mon emploi du temps, il me reste des heures à tuer, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu découvres la vie sans sport. C'est ça. Et la vie, sous tous ses aspects, la fête, quand on est étudiante, moi, j'avais jamais fait de soirée, vraiment, parce qu'on est toujours très carré, en fait. Et donc là, oui, je vis et je me dis, c'est quand même cool aussi, parce que ça laisse du temps, j'ai du temps pour voir ma famille, j'ai du temps pour partir en week-end avec mes amis, ça change un peu la vie. Donc, j'arrive à trouver des petits lots de consolation, quand même. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à la télévision, à tes débuts avec la télévision? Eh bien, je m'inscris dans une école, l'EFAP, une école que j'adore, dans laquelle d'ailleurs j'interviens aujourd'hui en tant que formatrice de façon ponctuelle. Donc j'intègre cette école, l'EFAP, et très rapidement, c'est une école qui donne beaucoup de place à l'immersion professionnelle. Donc arrive le moment où je dois choisir un stage, et donc je fais mon premier stage chez Trace TV. Et c'est là que je me dis, mais en fait j'adore cet univers, et je retrouve un peu l'adrénaline que j'avais dans le sport, dans l'escrime, sur les pistes d'escrime. Je retrouve ça dans les tournages, dans l'effervescence des tournages, le direct, toutes ces choses-là. Et je me dis, je crois que j'ai trouvé ma voie, quoi. Je crois que j'ai trouvé ma voie et ça m'anime presque autant que l'escrime à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'amène chez TV7 Bordeaux? Parce que tu animes la météo là-bas. Ouais, j'anime la météo. Alors en fait, on avait visité les locaux d'une radio à Bordeaux, Radio Black Box, et le directeur de la radio, à qui j'avais laissé mes coordonnées, parce que j'avais quand même un peu de... Tu vois, j'osais, quoi. À chaque fois qu'on visitait des endroits avec des choses qui me plaisaient, je laissais ma carte, ou alors j'allais échanger avec le directeur, ou de façon à laisser une trace dans la tête des gens, parce que je savais très bien ce que je voulais faire.
Et donc, le directeur de cette radio m'appelle en me disant, écoute, j'ai le directeur d'antenne de TV7 qui cherche une nouvelle animatrice pour la météo. Est-ce que ça t'intéresse ? Et donc, je regarde la météo sur TF1, France 2 le soir. Il me dit, tu dois venir demain pour le casting. Et je regarde la météo. Alors, la météo de la France entière, là, c'était pour la ville de Bordeaux et la Gironde. Donc, c'était vraiment pas du tout pareil. Mais j'essaie de prendre quelques codes, un peu de lexique. Et j'y vais. Et ça se passe très bien. Et à partir de là, l'aventure commence. Mais comment on se prépare pour animer la météo ? En fait, je pense que c'est un truc, soit tu l'as pas, parce que l'histoire du fond vert avec les caméras, le décor inversé et tout ça, il faut capter le truc. Ben oui. Moi, par chance, alors que je suis très mauvaise dans ça, j'ai du mal à me repérer dans l'espace et tout, je suis pas très douée pour ça, mais là, c'est assez fluide, ça se passe bien, peut-être parce que la carte est restreinte, c'est peut-être pour ça que ça l'a fait au départ, et finalement, ça se passe bien, en fait, c'est fluide, et je me suis dit, mais en fait, j'adore ça et j'ai toujours adoré ça, prendre la parole, les exposer à l'école, chanter devant toute la classe, ça ne me dérangeait pas. Donc là, je me suis retrouvée quoi, et je me suis dit, mais j'adore. Oui, donc tu as annoncé la pluie, le beau temps et les bons plans. Oui. Parce que tu as animé une chronique bons plans. Ouais. Ça consistait en quoi ? On découvrait des choses sympas de la région Gironde. J'amenais les téléspectateurs à découvrir. Ça pouvait être des restaurants, ça pouvait être tout un tas de choses. Et puis sur cette chaîne, j'ai monté mon programme qui a été l'objet de mon mémoire de fin d'études, un programme qui s'appelait Défi Clip, avec un concept où on allait à la rencontre des artistes émergents de la région Aquitaine et on leur proposait de leur faire un clip professionnel en moins de 24 heures. Ah, sympa. Ouais, c'était trop cool, un peu à la Pick My Ride, tu vois, ouais, on arrivait avec les caméras, exact, on tapait chez eux, ils étaient en train de répéter dans le garage et on leur disait, bon les gars, on a 24 heures pour faire votre clip, et là, c'était trop bien et ça a été l'objet de mon mémoire de fin d'études parce que j'ai fait ça en parallèle de mes études, en dernière année. Une petite inspiration américaine qui te conduira très rapidement à Miami d'ailleurs. Exact, ouais. N'ayant pas pu voyager en dehors des compétitions pendant longtemps, du fait que j'étais rattachée au Pôle France avec l'escrime, etc., j'ai jamais pu faire d'échanges comme font certains étudiants qui partent étudier à l'étranger et tout ça. Et donc, j'avais cette frustration et une envie de maîtriser l'anglais. Et je décide de tout plaquer. Donc, j'avais intégré mon premier poste après avoir été diplômée. C'était à cette époque que je travaillais au restaurant, quand j'en parlais tout à l'heure. Et donc, je quitte ce premier poste et je pars à Miami. Je vends tout, je pars à Miami. Et je vais faire une école d'anglais avec une spécialité dans les médias, en tout cas le jargon des médias. Et je pars comme ça à 9 mois, à l'aventure, toute seule, à 25 ans. T'as quel âge ? 25 ans. Et elle est comment la vie à Miami à 25 ans ? Elle est folle, peut-être presque trop folle en fait, parce que j'étais pas préparée à ça. Je voyais ça comme un voyage un peu chill, etc. D'ailleurs, au cours de ce séjour, je change ma ville parce que c'est une école qui est implantée dans plusieurs villes et je demande à aller plutôt en Californie. Parce que la vie à Miami, elle est super, mais c'est beaucoup la fête. Finalement, c'est peut-être pas la meilleure destination pour améliorer son anglais parce qu'il y a beaucoup d'immigrés et qui parlent l'anglais comme moi, en fait, qui gèrent à peu près, quoi. Mais si on veut parler un bon anglais, c'est peut-être pas la meilleure destination. En tout cas, je m'amuse, je profite. Et puis, je suis proche des Antilles, donc je fais quand même quelques allers-retours ponctuels aux Antilles. Et puis, je finis mon séjour en Californie parce que j'essaie de retrouver un peu plus de calme. À Miami, je vois pas d'enfants, très peu dans les rues, c'est la fête, c'est des gens qui sont sous dans les rues toute la journée et tout ça. Donc c'est fun un moment, mais après un certain temps, j'ai eu envie d'aller explorer d'autres horizons quand même. Après Miami, tu retournes un peu en France ? Du tout, je retourne directement aux Antilles. Ah, directement tu pars en Guadeloupe ? Je vais en Guadeloupe. Bah oui, parce que tu pars y vivre 6 ans. Ouais, c'était pas du tout. Donc tu fais Miami, Guadeloupe. Le choc. Alors que jusqu'à présent, t'allais en Guadeloupe, mais oui, en vacances. En vacances, on y allait une fois tous les 3 ans, les fameux congés bonifiés dont bénéficient une grande partie des familles antillaises. Et là, mon père est nommé recteur de l'Académie de Guadeloupe pendant que je suis à Miami. Et donc, je passe leur rendre visite en vacances. Et je me dis, j'étais dans une phase où je me dis, mais je fais quoi après Miami, quoi ? Parce que j'ai tout plaqué à Bordeaux, j'ai pas envie d'y repartir, j'ai l'impression de ne pas avancer si je retourne là-bas, voilà. Et puis t'as tout vendu. J'ai pensé vivre à Londres, ça me traversait l'esprit aussi. Je me disais, mais faire quoi ? Et pendant mes séjours, des petites vacances que je fais sur cette année-là en Guadeloupe, il y a une société de production qui me contacte et qui me dit avoir vu ce que je faisais à Bordeaux et qui a envie de le développer, pourquoi pas, aux Antilles.
D'ailleurs, je la salue parce qu'en plus, on est apparentés. C'est Isabelle Firmeau de Corpo Art Production. J'en profite pour lui faire un petit clin d'œil, qui m'a fait confiance et avec qui on a développé tout un tas de projets. Et là, je me suis dit, je repars pas en fait. Enfin, après Miami, c'est là que j'irai. Je vais rester. Et puis, ça me permet de retrouver mes parents parce que quand on quitte le foyer à 14 ans, parce que je suis partie très jeune pour faire de l'escrime, c'était une occasion aussi pour moi de me rapprocher de mes parents avec ma maman qui commençait à être malade à cette époque. C'est là-bas que tu travailles donc pour France Télévisions Guadeloupe? Oui, oui, France Télévisions, donc le réseau des premières, la première Guadeloupe, la première Guyane et la première Martinique, ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement sur le réseau? Alors on a fait plein de choses, on a monté une émission qui s'appelait Chacun son destin, dans laquelle je rencontrais des gens qui avaient vécu un événement soudain qui avait changé le cours de leur vie. Je suis aussi chroniqueuse dans des émissions de sport, qui était en direct tous les dimanches à la télé. Je testais un sport chaque semaine, ça c'était hyper fun. J'ai animé des grandes soirées sur la route du Rhum, l'arrivée de la route du Rhum, des soirées musicales, des concerts, une émission de santé que j'adore et qui devrait se poursuivre d'ailleurs, qui s'appelle 1, 2, 3 Santé, que je co-anime avec un pédiatre. Enfin, j'ai fait plein de choses et plein de choses qui m'ont nourrie. Et là, je me suis dit, mais c'est le métier de mes rêves, en fait. J'adore ce métier. Je fais de la radio aussi. Et là, pendant 6 ans, je m'éclate. Je vis à 3000 à l'heure et je m'éclate. Professionnellement, je m'éclate. Professionnellement et puis aussi personnellement, tu découvres une nouvelle facette de la femme que tu es parce que tu deviens maman. Enfin, tu tombes enceinte en 2020. Absolument. C'est ça, de ta petite Mia, qu'on a tous rencontrée sur Aja. Oui. Ouais, je tombe enceinte de ma puce. Pas forcément prévu. Mais je suis très heureuse parce qu'en fait, moi, depuis très jeune, je voulais être maman. Mais depuis 14 ans, j'avais hâte. T'avais hâte de devenir maman? J'avais hâte de devenir maman depuis l'âge de 14 ans, quoi. Je sais pas, enfin, si, sans doute de l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais j'étais impatiente de devenir maman. Et si je m'étais écoutée, j'aurais même pu faire un enfant à 15 ans. Enfin, tellement je voulais vraiment devenir maman. Donc quand ça arrive, c'est un heureux événement. Ça arrive soudainement, mais je suis très contente. Et en fait, je suis très focus sur je vais avoir une petite fille ou un petit garçon, et ça, c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce que ça te montre de la femme que tu es? Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois différemment en devenant maman? Alors, il y a cette phase de grossesse qui se passe plutôt bien, sans encombre, qui te fait quand même te projeter dans la parentalité. Oui. Je me renseigne beaucoup, je prends des cours d'allaitement, je lis des livres sur l'éducation. Tu prends des cours cours d'allaitement? Très à cœur, quoi. Oui, oui, je me prépare à allaiter mon enfant, je vais voir des conseillères en lactation, je me renseigne, j'échange beaucoup avec le pédiatre avec lequel je travaille. D'ailleurs, on tourne une saison d'émissions où je suis enceinte comme ça, et entre chaque émission, je lui pose des questions sur les enfants, les maladies infantiles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On parle des 1000 premiers jours, des choses qui se passent déjà dans mon ventre et qu'il faut que j'anticipe, qu'il faut que je parle à mon bébé avant même qu'il arrive. Je suis très investie. Ah oui, c'est une façon de prendre, d'emmagasiner 1 milliard d'informations. Ah oui. Et puis après, elle arrive. Et alors là... Et alors de la théorie à la pratique. Exact, mais alors là, mais rien à voir. Rien à voir. Waouh, le chamboulement énorme. Énorme, énorme. Déjà, le stress, ça m'a traumatisée. Un stress, mais... que je n'ai jamais ressenti de ma vie en dehors de cette période juste après l'accouchement, quoi. Mais un stress constant? Un stress constant qui me fait être hospitalisée parce que ma tension avait tellement monté que j'ai été réhospitalisée avec mon enfant quelques jours après sa naissance. En fait, voilà, des trucs bidons, enfin, qui arrivent à tellement de mamans, et je suis reconnaissante que tout se soit malgré tout bien passé. Mais voilà, on me dit que ma fille elle a la jaunisse. Elle a jaunisse, bon, comme beaucoup de bébés, qu'on va la mettre sous UV. Puis ça baisse pas. Et la pédiatre me dit, si ça baisse pas, ça peut causer des lésions cérébrales. Je dis, comment ça? Quoi? Des mots qui résonnent dans ta tête avec une puissance que tu n'as jamais ressentie de ta vie. Et tu te dis, mais comment ça, quoi? On va la remettre sous UV, vous inquiétez pas. Et donc, on la remet. Je sors de la maternité. Déjà, mon accouchement, c'était horrible. J'ai vraiment pas du tout bien vécu, alors que ça aussi, je l'avais préparé, la respiration, tout ça. Mais pourquoi tu l'as mal vécu? J'ai fait 48 heures de faux travail. De faux travail? Ouais, en fait, t'as des contractions toutes les 8 minutes qui n'ouvrent pas ton col. D'accord. Donc en fait, tu souffres pendant 24 heures, à tel point que ils m'ont mis sous morphine, etc. Mais tu souffres toutes les 8 minutes ou c'est constant? Tu souffres toutes les 8 minutes. D'accord. T'as des contractions, mais ça ne souffre pas. Et en fait, comme je n'étais pas à terme, on n'a pas voulu me déclencher. Et donc, je ne m'attendais pas à souffrir à ce point-là, mais vraiment. Et
Et donc ça je l'ai assez mal vécu. Et donc quand elle arrive, donc il y a le stress de l'arrivée du bébé, il y a le trauma de ce qui vient de se passer, que j'avais pas du tout imaginé comme ça, et qui en fait est bien loin de la réalité. Donc en fait, il y a tout qui s'effondre, un peu. Ouais, il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre, même dans tout ce que t'avais comment prévu. je rentre chez moi, voilà, tout ce que j'avais prévu. Tout ce que j'avais prévu. Et quand j'arrive chez moi avec mon bébé, j'avais imaginé un accueil différent de celui que j'ai eu. Et donc voilà, tout s'enchaîne et ouais, c'est pas facile, mais je suis combative et puis après ça se passe très bien et tout s'apaise quelques semaines après, mais gros chamboulement. Ah mais quand même quelques semaines, faut les passer. Hein. Ah ouais, les quelques semaines, faut les passer. J'arrive toute tremblante avec mon maxi-cosy devant le pédiatre, justement celui avec qui je fais l'émission, il me regarde, il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis mais ça va pas du tout. Il me dit mais à partir du moment où tu veux bien faire, c'est que t'es une bonne maman. Si tu stresses, c'est normal, c'est que tu es une bonne maman, ne te stresse pas, ça va aller. Ah, c'est rassurant ça. Oui. Je trouve. Oui. C'était une phrase magique pour moi. Hein. Ouais. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ok. En fait, les personnes qui ne portent pas suffisamment d'attention à leurs enfants ne se poseraient pas toutes ces questions. Si tu te poses des questions, c'est que tu es déjà dans l'intention de bien faire et tu es déjà, à partir de là, une bonne maman. Quoi. Et puis, tu avais besoin certainement aussi d'être rassurée. Aujourd'hui, ta petite Mia, elle a 4 ans. Quand tu parles d'elle, c'est vrai qu'on a parlé entre nous, voilà, et tu me disais qu'elle avait une certaine forme d'intelligence émotionnelle, que tout allait très vite dans sa tête, qu'elle comprenait les choses très vite. Je me permets de te poser la question. Est-ce que tu penses qu'elle a une forme de précocité ? Sur sa capacité à comprendre les choses, c'est vrai que Mia, très vite, elle m'a demandé à apprendre à lire, par exemple, en début de moyenne section. Donc je l'ai inscrite, je l'ai inscrite à des cours privés pour qu'elle apprenne, après avoir demandé quand même l'avis de la maîtresse, parce que j'avais peur d'aller trop vite. Donc j'essaie de combler cette envie d'apprendre qu'elle a. Je suis pas pédopsie pour porter un diagnostic, il faut faire des tests. Souvent, les tests, on les propose à partir de l'âge de 6 ans. Là, je veux la laisser pleinement vivre son enfance. Et puis, j'ai quand même interrogé l'école. Et il y a tout un tas de critères qui entrent dans le cadre de, par exemple, faire un passage anticipé, passer en CP directement en sautant la grande section. Au-delà des compétences intellectuelles, il y a aussi la maturité de l'enfant. Mia, c'est une enfant qui est très joueuse, qui doit prendre ce temps de jouer. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de la mettre dans les devoirs dès la rentrée prochaine. Donc, voilà, ça me questionne. Ça me stresse aussi. C'est normal. Mais il y a des profs qui t'ont conseillé, qui t'ont dit ce serait bien peut-être de lui faire sauter une classe. Alors, c'est surtout mon environnement. Alors, cette prof qui lui donne des cours de lecture, qui me dit, voilà, des gens qui la rencontrent, sa prof de musique, dans tout son environnement, surtout périscolaire. Le scolaire, je ne suis pas sûre qu'ils aient suffisamment de temps pour bien observer les enfants qu'ils ont dans leur classe. Et toi, tu serais pour qu'elle soit une classe ou tu te questionnes? Alors ça me questionne beaucoup et c'est pour ça que je me renseigne, que j'ai pris conseil auprès de professionnels qui m'ont bien alerté sur le fait que, comme je te dis, il y a plusieurs choses qui doivent entrer en compte. Et donc, j'ai aussi posé la question à ma fille, tout simplement, tu vas aller au CP? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, j'irai après, je vais faire ma grande section. Ouais. Et tu songes à développer un projet avec ta fille, parce que je l'ai vue, moi, sur le plateau. Ouais. Elle est très animée, elle est curieuse, elle aime ça. Oui, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que ça me fait un petit peu peur parce que l'exposition des enfants, c'est toujours un grand sujet. J'aimerais que si je le fais, ça apporte beaucoup aux parents qui regardent soit ces émissions, soit ces vidéos. J'aimerais vraiment apporter quelque chose, que ça apporte aussi quelque chose à ma fille. Et puis c'est vrai que c'est une façon pour moi, quand j'envisage de faire des projets avec elle, de l'intégrer et de passer encore plus de temps avec elle parce que ma profession me prend beaucoup de temps. Et si je l'exclus complètement, ça m'enlève du temps avec elle. Donc si elle peut faire partie intégrante de mes projets professionnels, c'est un moyen de partager plein de choses avec elle aussi. Donc je la forcerai jamais à faire des vidéos. Et les vidéos qu'on fait sont à chaque fois très spontanées. Mais elle aime ça. On a fait quelques tournages. On a fait une campagne pour Sebastiano, une marque de vêtements en Guadeloupe. Et puis elle a vu les 4x3 en photo. Elle était trop fière. Et il y a eu des vidéos au cinéma où on la voit. Et c'est le personnage principal de la vidéo. Donc elle est trop contente. Elle adore ça, ouais. Elle t'aide, elle continue de t'aider moralement, ta fille, malgré elle, hein? Oui. Elle m'a toujours aidée moralement, ma fille. Elle m'a aidée à tenir dans les phases un peu compliquées de ma vie. Elle a des mots, des fois, surprenants, où elle me dit, elle me regarde et j'ai rien besoin de dire. Elle me regarde, elle me dit, t'inquiète pas, maman, ça va aller. Je sens que t'es un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Elle vient, elle me serre dans ses bras. Elle le ressent. Et elle me dit, t'es la plus forte, t'inquiète pas, avec ses petits yeux. Et je me dis des fois, mais comment
comment elle peut savoir? Et puis ces mots me donnent tellement de force, c'est tellement précieux. Comment elle t'a aidé, ta fille, dans le deuil que tu as traversé, qui était la perte de ta maman? Déjà, on n'a pas le choix de tenir. On n'a pas le choix d'afficher un visage jovial quand on veut que son enfant soit heureuse, soit bien, se sente bien. Donc déjà, on se retient pas mal de pleurer devant elle. Ça, est-ce que c'est bon? J'en sais rien, mais en tout cas, ça nous permet de sortir la tête de l'eau et de ne pas tomber dans une dépression profonde. On n'a pas le choix de tenir pour elle, de lui transmettre de la joie. Donc on doit croire en la vie. Et puis, elle était très proche de ma maman. Elle a fait ses premiers pas de vie en direction de ma maman, en direction plus précisément de son pied qu'elle traînait avec ses antidouleurs, tu sais. Ouais. Et donc, j'ai cette image en tête à chaque fois et je me dis que il faut que ces premiers pas dans la vie, les premiers pas qu'elle a fait dans la vie en direction de ma maman, je suis obligée de rendre hommage aussi à ma maman en étant la plus joyeuse possible, la plus forte possible pour elle. Parce que ta maman, on est d'accord, elle était malade, gravement malade depuis 9 ans. Oui. Donc ça faisait 9 ans que tu l'accompagnais dans la maladie. Oui. Mais tu n'étais pas au même endroit, tu étais aux Antilles. Hein. C'est ça, au moment où tu as appris que ça commençait à se dégrader et que tu prends un avion avec ta fille pour récupérer l'Hexagone. Oui, c'est ça. En fait, tout à l'heure, je te disais que je rejoins mes parents. Quand je suis allée vivre aux Antilles, ils étaient là parce que mon père travaillait là-bas. Mais très vite, en fait, ma mère était déjà malade. Elle n'est pas restée longtemps aux Antilles auprès de mon papa. Elle a très vite dû quitter la Guadeloupe pour être suivie donc de nouveau en Normandie. Et donc, mon père fait beaucoup d'allers-retours pour l'accompagner le plus qu'il peut. Et jusqu'à d'ailleurs quitter la Guadeloupe pour rentrer auprès d'elle. Moi, effectivement, je suis engagée dans des projets professionnels en Guadeloupe à ce moment-là. Donc, mon projet de vivre plus proche de mes parents pour rattraper le temps perdu, c'est loupé, parce que finalement, ils repartent tous les deux. Et effectivement, j'entreprends des projets personnels. Je suis en train de retaper un appart au moment où ma mère m'appelle et elle me dit « Il faut que tu rentres ». Je dis « Mais maman, mon avion, il est dans une semaine ». Et elle me dit « C'est trop ». Donc, je prends ma fille, il y a quelques mois à ce moment-là. Tu comprends tout de suite, Jennifer? Oui, on était préparés, on savait. On savait, d'ailleurs, on a eu de longues discussions au préalable avec ma famille, avec elle, où on l'a libérée de ce poids de culpabilité de se laisser partir, se laisser mourir en quelque sorte, parce que on sentait qu'elle tenait pour nous, par peur qu'on puisse pas survivre moralement à sa disparition. Et donc on a eu une discussion, on lui a dit « Maman, on accepte que tu partes. On accepte ». Et c'était dur. Donc c'est un départ médicalement assisté? Ça a été un départ médicalement assisté. C'est ce qu'on appelle un décès médicalement assisté, c'est ça? Alors c'est une sédation profonde jusqu'au décès. Et donc en fait, on t'injecte un sédatif qui t'endort. Et parallèlement à cela, on arrête les soins de maintien de vie. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne t'alimente plus, on ne t'hydrate plus. Et tu as été au courant quand de ce choix, de cette décision? De cette option de sédation, on a été au courant, ça a été très vite. Hein. On a commencé à en parler peut-être 3 semaines avant que ça ait lieu effectivement. Quoi. Donc on savait qu'elle souffrait, on savait qu'il n'y avait pas de solution. On n'avait pas spécialement entendu parler de sédation et ce sont les soins palliatifs de l'hôpital qui lui en ont parlé. Et elle a sauté sur l'occasion parce qu'elle n'en pouvait plus. Quoi. Comment on l'accompagne, sa maman, dans un choix comme celui-là? Comment on tient le coup, en fait? Comment on garde la tête droite, les pieds par terre, les épaules levées dans un moment comme celui-là? C'est un accompagnement, c'est encore différent. Oui. On tient pour elle, parce qu'on se dit on ne veut pas qu'elle parte en se disant « je les abandonne et ils vont être trop mal ». Donc déjà, devant elle, on sourit, on rigole, on lui fait, je te disais, elle était très coquette, on lui fait ses ongles, on choisit sa tenue qu'elle va mettre le jour de son décès, dans son cercueil. C'est ça paraît complètement fou. Hein. Elle nous donne des recettes, des astuces de cuisine, parce que c'était une grande cuisinière sur son lit d'hôpital quand elle peut, parce qu'elle a très peu de moments d'éveil, parce qu'elle est souvent endormie par les sédatifs. Tu poses des questions, tu essaies d'avoir des questions auxquelles tu n'as pas les réponses? Je crois qu'on savait tout. On n'avait pas de questions en suspens. On écrit des lettres d'amour. Ouais. Je me souviens d'une lettre que mon père lui a lue sur son lit d'hôpital qui nous a fait tellement pleurer et en même temps qui était tellement pleine d'amour. Moi, j'ai vraiment connu l'amour jusqu'au bout d'un couple qui s'aime jusqu'à la mort, vraiment. Et donc, quand on vit ces instants-là, on tient avec l'amour, je crois qu'on tient avec l'amour. Et donc, ce qui est assez fou, c'est que quand l'infirmière arrive pour lui donner ce sédatif, on est tous autour d'elle, on s'est tous fait très beau.
On s'est préparé le matin, on arrive, on est avec elle, on est autour d'elle et elle a le sourire. Elle a un visage apaisé, elle est heureuse de savoir qu'elle va abréger ses souffrances et elle demande à l'infirmière de servir de l'eau gazeuse à tout le monde et on trinque à l'eau gazeuse au-dessus de son lit. Elle nous dit qu'elle nous aime. Et puis après, l'infirmière fait une photo de nous tous au-dessus d'elle. Et après, elle s'endort. Le seul truc, c'est qu'on pensait qu'elle s'endormirait paisiblement, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, sur le coup, déjà, on essaie de lui parler. On se dit, est-ce qu'elle nous entend encore? Est-ce qu'elle nous entend encore? Puis on se dit, mais il faut arrêter de faire ça. Parce que si elle nous entend, mais qu'elle peut pas nous répondre, Ah oui, oui, oui. c'est horrible. Donc on part, et en fait, on nous dit, vous pouvez revenir la voir ou pas. Mais on comprend pas pourquoi on nous laisse cette option de ou pas. Évidemment qu'on va revenir et qu'on sera là pour son dernier souffle. Et on comprend quand on revient qu'on aurait dû plutôt choisir l'option ou pas. Parce qu'en fait, cette sédation, c'est un petit peu hypocrite selon moi, parce que j'aurais préféré qu'on lui injecte un produit létal qui l'endorme et qui fasse qu'elle meure quasi immédiatement. Parce qu'en fait, quand on revient, on voit un corps qui lutte pour vivre. Et cette image, elle est traumatisante. Et je l'ai encore et j'essaie de l'effacer, mais on a envie de lui venir en aide, en fait. Et donc, on est allé avec mon père et on s'est dit, on reviendra pas, on va attendre qu'il nous appelle pour nous dire que ça y est. Voilà, pardon. Oh là là. Désolée. Bah oui, parce que j'essaie de me mettre à ta place, je pense que je suis pas seule. Et ouais, qu'est-ce qu'on ferait dans ce moment-là? Ça facilite le deuil, pas la difficulté de la fin, mais le fait d'accompagner dans ce choix-là, ou pas? Ça laisse beaucoup d'interrogations. Enfin, tu te dis pourquoi elle, pourquoi ça rend les choses injustes, parce que... Et le fait qu'elle conscientise sa mort, on se dit, mais c'est horrible à vivre. Ça a dû être horrible à vivre pour elle, mais elle n'a rien laissé paraître. Elle a toujours semblé forte et tout ça, et on se dit qu'au fond, quand même, ça doit être dur de se dire, je vais partir, je vais laisser mes enfants, mes petits-enfants, je ne les verrai pas grandir. Ça, c'est dur, parce que quand on ne sait pas qu'on va mourir, on ne le vit pas, ça. Et donc moi, ça me fait de la peine pour elle, mais elle nous a tellement pas montré cette peine que finalement, voilà, on a de la chance quand même d'avoir pu lui dire au revoir. Il y en a qui n'ont pas cette chance, et moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est qu'on a pu lui dire au revoir, on a pu lui dire qu'on l'aime jusqu'au bout, et ça, c'est une chance. Toute ta vie, j'ai l'impression que tu seras marquée par ce moment. C'est indélébile, ça passe pas. Enfin, pardon pour ceux qui se disent qu'ils arrivent à progresser dans leur deuil, parce que je veux pas briser des espoirs. On avance, on évolue, ça va mieux. Mais cette douleur, elle est immense. En tout cas, là, ça fait 3 ans. Et ça fait mal. Le manque est insoutenable, mais on tient. Et voilà. Et on essaie de garder malgré tout le positif. Et puis, j'essaie de prendre du recul aussi sur mon rapport à la mort. Je me dis que c'est un changement d'état, c'est pas la fin de tout. J'essaie de trouver des signes de sa présence et tout ça. Tu t'intéresses à la métaphysique? Oui. Au corps, qu'est-ce que devient le corps? Bah ouais. Ouais. Bah oui, l'enveloppe corporelle, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est cette enveloppe corporelle? C'est ça. Est-ce qu'on sera autre chose? Est-ce qu'on est autre chose? Où vont nos particules? Je sais, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, mais en fait, nos particules, elles seront toujours là. Ouais. Et c'est une façon de se rassurer, et c'est assez concret pour moi. Et finalement, j'ai trouvé dans la métaphysique et dans cette façon d'interpréter les choses, alors j'ai un bon guide, mais j'ai trouvé quand même une certaine sérénité dans ça, et une paix, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc malgré tout, oui, on avance, mais quand on se replonge dans les souvenirs, ça fait mal, et ça, c'est normal, et je pense que ça durera toute la vie, effectivement. En parlant de guide et de métaphysique, j'aimerais te montrer une photo que j'ai trouvée sur ton compte Instagram. Ça va, alors il a fallu si tu n'as pas été la chercher. Il a fallu que je passe le carrousel. Je regarde, moi, de temps en temps, des petites photos, et là, je vois une photo, je fais « Oh !» Et puis je suis tombé sur un commentaire que je vais te lire après. Regarde. Ouais. Et on peut lire dans les commentaires de cette photo, mais qui est vraiment cachée dans un long carrousel de ton compte Instagram, on peut lire « Super couple, je suis fan ». Pourquoi vous avez été aussi discrets avec Harry tous les deux? Parce que j'ai appris de mes expériences passées que trop d'exposition, c'est pas forcément bénéfique. Parce qu'on
on respecte la volonté aussi de l'autre, parce que je respecte la volonté de l'autre aussi de ne pas exposer une vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai appris mes erreurs, j'ai pas envie d'en commettre de nouvelles. Je me suis exposée auparavant avec mon ex-compagnon et ça n'a pas causé de gros problèmes, mais aujourd'hui, je pense que j'ai plus très envie de ça. J'ai envie j'ai pas envie j'ai envie de bienveillance et il n'y en a pas toujours sur les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux sociaux, en effet, pas sait. toujours. Je peux te demander comment vous vous êtes rencontrés? Oui, on s'est rencontrés dans le cadre professionnel. Il m'a été de bons conseils quand je suis rentrée de Guadeloupe parce que j'envisageais mon futur professionnel ici et donc je connaissais son frère. J'ai demandé à son frère s'il accepterait de me mettre en contact avec lui pour qu'on puisse échanger et c'est comme ça qu'on a échangé pour la première fois. Au départ, des relations très professionnelles, très carrées et puis le temps et voilà. Sur quel sujet vous aimez papoter? Parce que j'avais reçu d'ailleurs aussi Harry Roselmack en interview pour parler de son livre et je sais qu'il adore tout ce qui est philosophie, métaphysique. C'est un sujet que vous partagez? C'est une passion commune? Alors je dirais pas une passion commune, c'est plutôt mon guide et il en sait bien plus que moi sur la question. Je me plonge dans ses livres parfois avec difficulté parce que c'est nouveau pour moi. Et puis aujourd'hui, voilà, il a su trouver les mots aussi pour m'expliquer les choses. Et puis, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ce deuil, en fait, son approche, sa sérénité, son calme, sa vision des choses. Vraiment, waouh! Quand j'entendais métaphysique, avant, je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc Déjà, je suis un peu traumatisée des sciences à l'école, donc déjà qu'il y ait le mot physique dedans, ça me faisait un peu flipper. Et puis finalement, pas du tout. Il y a tout un tas de choses qu'on a tous, à mon avis, intérêt à connaître. Oui, il y a une vraie dimension philosophique. Oui. T'as toujours été dans une relation évidente, comme aujourd'hui, ou t'as connu des tumultes amoureux? Oh là là, j'ai connu des tumultes, tellement de tumultes. Aujourd'hui, je suis tellement apaisée. Vraiment, pour ça, je suis reconnaissante parce que je me sens extrêmement bien et en phase avec ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, ça c'est important pour moi de le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vécu des relations très compliquées. Compliquées comment? Compliquées à tel point que quand tu en sors, tu te demandes pourquoi tu y étais. À ce point? Oui. Pourquoi tu avais choisi cette personne, en fait? Pourquoi tu as choisi cette personne? Alors après, la vie te donne plein de raisons d'avoir été avec cette personne. Plein de choses se sont passées et que je ne regrette pas. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Il y a eu malgré tout des beaux moments. Mais tu as l'impression, en fait, quand je suis sortie de cette relation, je me suis dit, est-ce que même ces beaux moments, ils étaient réels? Est-ce que c'était vraiment sincère? Ah, c'est fou ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire que vraiment, c'était une remise en question totale de à tout. À en vomir. De tout. C'est-à-dire que physiquement, quand je dis en vomir, c'est pas en mode, c'est pas une expression. C'est-à-dire que physiquement, ça m'a retourné. Ouais, tu le rejetais. Retourné. Et je me suis dit, mais waouh, le choc. Mais bon, je suis pas restée sur ça, j'ai avancé. Ouais, mais t'as réussi à te remettre ou ça a pris du temps? Non, ça a été. Non, ça a été. Je pense que c'est inconsciemment, pendant la relation, j'avais des petites phases de remise en question, je revenais dans la réalité, en fait. Je sortais de l'emprise par petites phases vers la fin de la relation. Ah, tu parles d'emprise? Ouais, c'est pour ça que quand je suis sortie de cette relation, j'ai finalement... j'étais plutôt bien. Parce qu'en fait, c'est un soulagement, parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait quand j'y étais encore, en fait. Mais emprise psychologique? Ouais, c'est bizarre à dire. C'est dur à accepter aussi. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui pense être forte, je dis, mais c'est pas possible, je peux pas avoir vécu ça. Et en fait, ça arrive à tout le monde. Faut pas être faible pour être sous emprise. Faut pas être faible. Non, mais c'est dur de se le dire. Faut avoir confiance. C'est dur de l'accepter. Je pense qu'il faut avoir confiance. Et je suis très... J'ai tendance à faire vite confiance. Ouais. T'avais confiance? Ouais, j'avais confiance.
Et tu sais, je dis, j'ai tendance à faire vite confiance, mais j'ai pas changé ça. Hein. Je veux surtout pas changer ça. Je veux rester telle que je suis. Je suis quelqu'un d'aimante. Je suis quelqu'un qui accorde vite sa confiance. Et ça fait de moi la personne que je suis. Et c'est comme ça. Je veux pas devenir plus méfiante, plus mauvaise pour me préserver. Non, je veux vivre à fond. Et tant pis, je me relèverai encore s'il faut. J'adore ce discours. Non, mais c'est parce que d'habitude, j'entends l'inverse, tu vois. Ah ouais? Bah oui, en mode, là, je vais apprendre de mes erreurs, Non. je ne serai plus comme ci, je ne serai plus comme ça. Mais en fait, c'est la somme, quelque part, de ce que tu es. Oui. C'est un peu ce que tu es. Ah, donc, t'en as conscience. Oui. T'en as conscience, mais tu veux rester avec tes mêmes... ce qui est ton essence, quoi. Oui, c'est mon essence. Je ne peux pas lutter contre ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si je lutte contre ça, je vais pas être moi-même. J'ai pas envie. Un sujet que je voulais aborder aussi avec toi, c'est celui de l'endométriose. Oui. Parce que tu en avais parlé. Tu nous en avais fait un sujet d'ailleurs sur Aja. Je voulais savoir combien de temps, toi, ça avait mis pour qu'un médecin te pose le diagnostic de l'endométriose. 7 ans. 7 ans. Ouais. En fait, la première fois que j'ai eu des doutes, c'est ma mère qui m'avait poussée, va te faire diagnostiquer parce que j'avais des douleurs qui n'étaient pas normales. J'ai fait un examen, IRM précisément, et en fait, ils n'avaient pas réussi à voir quoi que ce soit. Et donc, je suis restée dans une errance pendant à peu près 7 ans, sans véritablement comprendre l'origine de ces douleurs. Et puis, je refais des examens qui sont assez récents, c'était il y a 6 mois. Et là, le diagnostic tombe, diagnostic que je prends très bien, parce que je me dis, ah, enfin, voilà, je savais. Oui. Je savais qu'il y avait un truc. Voilà, je le prends bien aussi parce qu'on est à un stade assez précoce, il y a plusieurs stades d'évolution. Il y en a 4, c'est ça. Voilà, on est au début, dans mon cas. Mais c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée aussi et documentée. Et je sais à quel point ça peut être très, très difficile pour certaines femmes. D'ailleurs, je leur apporte vraiment mon profond soutien. C'est une maladie dont on ne parle pas suffisamment et qui est très difficile à vivre pour certaines. Je me considère plutôt chanceuse parce que, ok, j'ai ce diagnostic, mais aujourd'hui, en dehors des douleurs qui sont parfois difficiles à supporter, c'est encore gérable. Comment tu la gères, justement, cette maladie? Comment tu gères l'endométriose? On peut la gérer? Il y a pas mal encore de zones d'errance pour moi. Je compte beaucoup sur ma gynécologue pour me guider, sur la façon dont on va gérer tout ça. Mais tu sais, ça cause plein de troubles aussi digestifs. Tu gères comme tu peux. Honnêtement, tu peux pas véritablement lutter contre la progression. Tu peux, par contre, lutter, parce que ça peut rester à ce stade-là pendant longtemps, ça peut évoluer, ça, t'as pas vraiment de maîtrise sur ça. Par contre, tu peux gérer la douleur. Et y a des contraceptifs qui peuvent atténuer certaines douleurs. Donc voilà, faut ajuster. Et donc, c'est ce que tu fais? Ouais. Quels sont tes projets, Jennifer? T'as envie de quoi pour l'avenir proche? J'ai envie de plein de choses. J'ai envie de développer. J'ai monté une société de production, d'ailleurs. Exactement. Oui. Marika. Marika, ouais. Il y a une raison? Oui, ma mère s'appelait Marilyn. Ok. Et mon père s'appelle Camille. Donc, c'est une contraction de leurs deux. Donc, tu fais honneur à tes parents. Exact, ouais. Parce que vraiment... ils ont contribué à me faire évoluer aussi au travers de leur éducation, des valeurs qu'ils m'ont transmises. Ce que j'ai envie de faire pour l'avenir, toujours travailler dans ce milieu des médias. J'ai monté cette boîte de production pour aussi produire, écrire. J'aime concevoir des émissions. L'émission Chacun son destin dont je t'ai parlé, l'émission Défi Clip sont des émissions que j'ai écrites et conçues. Et aujourd'hui, j'ai plein de projets que j'avais chez moi. Et puis, je me disais, j'ai pas envie de les porter seulement en ma qualité d'animatrice ou d'auteur. J'ai envie d'arriver, de dire je veux, pourquoi pas, coproduire, produire totalement, aller jusqu'au bout de ces projets-là. Donc aujourd'hui, j'ai des projets qui sont en phase d'écriture, d'autres en phase de développement. Et voilà, et puis pourquoi pas monter quelque chose avec ma fille, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de l'intégrer à mes projets professionnels. Et là, je réfléchis à imaginer un décor dans lequel on évoluerait toutes les deux et dans lequel on ferait tout un tas de choses qui, à mon avis, peuvent plaire aux parents et aux enfants. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, tu m'auras en spectateur, ça c'est certain. Jennifer, merci. Merci Sam. D'être venue à mes côtés pour pouvoir nous en dire un petit peu plus de toi, pour que ma communauté puisse aussi apprendre à mieux te connaître. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Jennifer-Galap. Il y a un compte Snap, il y a un TikTok, il y a un YouTube? Non. Pas encore.
Pas encore. Donc Instagram, Jennifer Enfin, il y a, mais il n'y a pas de contenu. Galap. Ouais. Merci. Jennifer, Merci, pour Sarah. cette interview, c'était vraiment cool Ouais, d'apprendre à te cool. connaître. Ça me fait bizarre, hein, je te cache pas. Bah hein, ouais, moi aussi. cet Moi exercice, aussi. hein, quand même. Moi hein. aussi, parce qu'on n'avait jamais le temps de se parler comme ça, en fait. Ben non, et puis même, on n'a pas l'habitude, tu sais, comme ça, d'être dans ce truc, c'est ton métier, c'est mon métier, puis en même temps, on se voit aussi Oui. pour le travail, pour Aja et tout. Et puis là, mais c'est un moment qui est plus privilégié, qui est différent, donc c'est particulier, mais c'est cool. Ouais. Franchement, Ouais. merci. Merci Merci à à vous de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité, vous avez l'habitude maintenant. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.